Voilà, premier débat sur la situation militaire, mais aussi sur les réponses européennes avec mes invités. Guillaume Clossat, bonsoir. Bonsoir Bienvenue. Thomas. Vous êtes le fondateur d'Europa Nova, ancien Sherpa au Conseil européen, notamment lors de la précédente présidence française de l'Union européenne. J'étais conseiller spécial lors de la présidence précédente. Conseiller spécial, c'était ça votre titre de la présidence française de 2008, oui. C'est intéressant parce qu'on y est de nouveau. Donc votre... C'est une présidence où il y a plein de crises. Comme exactement, ça se ressemble, si d'une certaine façon l'histoire se répète-t-elle. Patricia Lémonière, bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes grand reporter spécialiste de politique internationale. Mathieu Croissando, éditorialiste politique à mes côtés. Bonsoir. Et puis, je suis toujours transparent avec vous. On attendait le général Pellistrandi qui, au dernier moment, nous a annoncé qu'il était retenu au ministère des Armées. C'est pas très agréable, mais ce sont des choses qui arrivent. Bref, je voulais démarrer de toute façon par une question un peu générale. C'est la 5e journée de ce conflit. Quel bilan vous faites de cette journée? Patricia, je commence avec vous. Alors d'abord, la guerre dure. Après, je pense, alors on va partir sur le plan tactique, militaire. On a l'impression que Vladimir Poutine, après avoir un peu attendu, là, sur certaines villes, en particulier au nord, Kharkiv, eh bien, il a décidé de passer une autre phase, parce que c'est l'artillerie maintenant. C'est plus, donc les bombardements sont plus massifs, plus aveugles. Il ne peut plus tenir le discours de bombardement ciblé uniquement sur des cibles militaires. L'artillerie, on sait ce que c'est. En fait, c'est vraiment très aveugle, et donc ça touche forcément les civils. Le deuxième axe de la journée, je crois que c'est ce qui se passe sur un plan diplomatique, où l'on voit que là, il y a une intense activité de nouveau. Le président français a parlé justement à Vladimir Poutine. Et là, avec cette idée, protégeons les civils. Ce grand souci de protection des civils, qu'ils soient ukrainiens ou d'ailleurs étrangers, ceux qui veulent prendre la suite. Et notamment les centaines de Français qui sont toujours là-bas. Troisième volet, c'est les sanctions avec des pays comme la Suisse qui rejoignent le concert des nations européennes, occidentales. Et là, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se forme et qui fait bloc. Enfin, et j'en finirai par là, toujours cette menace nucléaire. Tout le monde a en tête les propos de Vladimir Poutine ce week-end et cette non-réponse américaine qui essaie d'éviter l'escalade. Parce que si... à force d'avancer comme le fait Vladimir Poutine, comment va-t-il, s'il est acculé, reculer? Et donc, c'est toute la difficulté. Et enfin, évidemment, les négociations qui ont en cours. Mais ça, je pense qu'on va en parler. Mais parce que les négociations ou pas. Mais je les ai mis en dernier parce que j'y crois moins aux négociations. Vous avez posé les grands chapitres de ce premier débat. Guillaume Clossat, je voudrais faire un focus sur l'une des infos dont parlait Patricia. Ces négociations entre une délégation russe, une délégation ukrainienne à la frontière bélarusse. Moi, j'ai presque eu la surprise de lire il y a quelques minutes, en cette fin d'après-midi, qu'il y avait un second round qui était prévu, alors qu'on a presque une impression de, je ne sais pas, j'allais dire gesticulation, le terme est un petit peu fort, mais qu'est-ce qu'on peut attendre de négociations comme celle-là dans un contexte comme celui-là? Ce qui est très étonnant, ces négociations ont lieu, mais le président Zelensky a dit qu'il n'en attendait strictement rien. Donc, chacun veut montrer à son opinion publique qu'il fait des efforts. Et la vérité, c'est qu'il y a une machine de propagande russe qui est extrêmement forte à destination du peuple russe. Nous ne savons pas. Il serait vraiment intéressant de faire une analyse de ce qui se dit sur les chaînes publiques russes, parce que les autres médias n'ont pas le droit de prendre d'autres informations que les informations officielles qui sortent de l'agence, c'est-à-dire les textes et les images. Et donc je pense que le sujet, c'est de montrer, par rapport à un narratif que nous ne connaissons pas, que nous sommes en train de négocier, nous sommes de bonne volonté. C'est ce que veut montrer... Et de l'autre côté, les Ukrainiens veulent aussi montrer qu'ils sont de bonne volonté, qu'ils cherchent une solution, Donc il y a un jeu de dupes qui est en train de se passer. Mais c'est aussi, pour les Ukrainiens, moyen de sonder les négociateurs et l'entourage. Parce que personne n'est sûr, en fait, que Vladimir Poutine est vraiment suivi. Et je sais pas si qui le soutient vraiment en Russie, quoi, dans le premier cercle. Personne n'est vraiment sûr. Et ce qu'on sait, c'est que manifestement, les jeunes qui sont de l'armée, donc qui ont été engagés, sont partis pour non pas annexer l'Ukraine, mais récupérer des territoires soi-disant russes, et qui découvrent qu'ils ont une autre feuille de route et qui sont très mal à l'aise. Je ne sais pas si vous avez vu l'anecdote Tinder.
voyez Tinder, cette application de... Eh bien, figurez-vous que des jeunes femmes ukrainiennes ont localisé les troupes russes parce que les jeunes militaires russes cherchaient à faire des rencontres. Ah oui, c'est pas tout à fait la même tonalité. Mais je pense qu'ils sont complètement déphasés. Et je pense aussi que... Donc ça explique peut-être aussi... le décalage entre ce qu'on imaginait d'une guerre éclair ultra efficace d'une armée russe qui allait être à Kiev en 2 jours et faire tomber Zelensky et la situation. Et puis des jeunes Russes qui n'ont pas envie de faire la guerre. Ils sont engagés parce qu'il y a le service militaire, etc. Mais ils n'ont pas forcément envie. Donc je pense que c'est un poil plus compliqué que ça. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a une société russe qu'il faut maîtriser. Et je pense que même Poutine n'avait pas idée qu'il y avait une autre réalité générationnelle. Parce qu'il a près de 70 ans. Et puis, il y a une jeune génération russe qui est une génération... Il a près de 70 ans. Mais ça c'est autre affaire. Les 2 pays sont interconnectés. Et la diabolisation de l'ennemi, telle que le fait Vladimir Poutine, ce qu'il fait toujours dans ses guerres, en Tchétchénie, c'était contre les terroristes, en Syrie, c'était contre les djihadistes, là, c'est contre des nazis, soi-disant. C'est précisément pour... On peut pas dire on va faire la guerre aux Ukrainiens. On fait la guerre à des nazis, parce que il y a des familles qui sont très interconnectées, qui sont mariées entre elles, parfois. Et d'ailleurs, c'était pas le but de faire la guerre aux Ukrainiens, c'était d'enlever, de déchapeauter en quelque sorte le gouvernement et les autorités. Mais les Ukrainiens, en théorie, on ne leur faisait pas la guerre, effectivement, comme vous le dites, d'autant qu'ils sont cousins, ils sont parfois leur oncle est en face. Mais voilà. Et on a sans doute surestimé l'armée russe et sous-estimé l'armée ukrainienne. Au-delà de la résistance, il y a eu 6 contingents depuis la guerre de la Crimée en Ukraine. 6 contingents à chaque fois de 60 000 personnes. Donc ça fait, ça fait près de 400 000 personnes ukrainiens qui sont des vétérans de la guerre du Donbass parce qu'ils ont été incorporés, puis ils ont fait 1 an et puis ils sont repartis. Ils ont parfois participé à des manœuvres, à des opérations militaires. Donc c'est pas juste un boucher, un charcutier, un cordonnier qui prennent des armes. Ce sont des gens qui ont été formés et qui ont fait la guerre. Et donc ça, c'est quelque chose qui a sans doute été sous-estimé, en tout cas par nos opinions publiques occidentales, et peut-être aussi par Vladimir Poutine. Ce qui est très intéressant, en fait, c'est que pour l'opinion publique européenne, je ne veux pas dire la machine de propagande, mais la machine de communication du gouvernement ukrainien est tout à fait remarquable, parce qu'elle est complètement connectée avec les réseaux ukrainiens dans les différents pays européens. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit des gens qui parlent de valeurs, de démocratie, d'Europe, d'Union européenne, qui sont plus européens que les Européens. Et qui parlent dans la langue des pays auxquels ils s'adressent. Et qui parlent dans la langue des pays auxquels ils s'adressent, et qui sont capables d'organiser dans beaucoup de villes de l'Union, parce qu'ils veulent adhérer dans l'Union. Il y a on va en parler de cet appel. Et donc ça c'est très intéressant. Et l'autre sujet très intéressant, c'est qu'on voit la qualité des hommes politiques ukrainiens. Le président Zelensky, qu'on pensait un comique, mais enfin un comique qui a une intelligence tactique, qui a une culture, qui a du courage, de l'empathie. Qui, même avec les chefs d'État et de gouvernement de l'Union qui n'ont pas été aussi corrects qu'il aurait valu, qui sait les prendre dans le sens du... Alors, ça c'est remarquable. Le vice-premier ministre en charge du numérique que je connais, Mikhail Fedorov, qui est un type remarquable, qui a préparé le pays face aux cyberattaques, parce que l'une des cibles principales, c'était les infrastructures Internet. Et ça résiste. L'Europe les a beaucoup aidés. Oui, mais c'est aussi, vous avez raison, c'est un des aspects de la résistance qui s'est organisée. J'ai débattu il y a quelques semaines avec Mikhail Fedorov, vice-premier ministre venant de la société civile. C'est un type absolument remarquable. Et ils étaient là pour anticiper aussi, parce que ces gens anticipent. Le maire de Kiev aussi, sportif de haut niveau. Ancien boxeur. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a l'impression que cette société a anticipé et s'est préparée à la fois moralement, techniquement, à résister. Ouais. Alors vous parliez effectivement du président ukrainien Volodymyr Zelensky. On va l'écouter parce que il est très présent, notamment sur les médias sociaux. Il sait très bien en jouer. Vous l'avez dit, c'est un ancien comique, un ancien humoriste. Mais c'est un homme d'État. Et qui se révèle homme d'État. Qui se révèle homme d'État. Et je trouve qu'il se révèle homme d'État aussi dans cette façon de communiquer. Écoutez, c'est l'un de ses derniers messages. Il s'adresse aux soldats russes. Il s'adresse. Déposez vos armes et partez d'ici. Ne croyez pas vos commandants, ne croyez pas vos propagandistes, sauvez vos vies et partez.
Patricia Lémonnière, il se révèle aux yeux du monde quand même, ce président ukrainien. Alors, en tout cas, il prend une stature héroïque. Ça, c'est certain. Il faut savoir que peu de temps avant que tous ces événements se déclenchent, il était en chute libre dans les sondages parce qu'il n'avait justement pas pu réaliser ce qu'il avait promis en quelque sorte, et la lutte contre la corruption, règlement des questions du Donbass. Je dis que ce n'était pas une partie facile pour lui. Donc il était en perte de vitesse. Et là, avec cet événement, brusquement, effectivement, cet homme, j'aimerais presque dire cet homme médiatique de télé, se révèle à son peuple. Il sait se servir aussi des outils merveilleusement bien. Et ce que je trouve dans cette guerre, c'est qu'on a depuis le début une guerre qui se joue aussi sur l'empathie, qui se joue aussi sur l'affectif. Et cette empathie et cet affectif, c'est donné par le président, qui intervient régulièrement, qui est là, dans la rue, qui parle aux soldats, qui parle en russe parfois, qui est comme sa première langue et qu'il maîtrise parfaitement. Et puis on a tous ces gens qui nous parlent à nous, Européens, qui nous donnent des témoignages qui sont tous ukrainiens et qui nous touchent parce que dans ce cas-là, forcément, l'Europe se reconnaît en eux. Et on n'a pas les autres, ce que certains appellent les méchants, qu'on trouve côté ukrainien, parce qu'il n'y a pas que des gentils garçons côté ukrainien et côté Donbass. Parce que moi, je suis allée sur le terrain et je peux vous dire que j'ai vu des gens non fréquentables des deux côtés. Des gens qui se réclament de mafia, qui sont prêts à tuer père, mère et frères et sœurs et tout le monde pour obtenir simplement, je ne sais pas, pour le plaisir de la violence. Des gens excessivement violents et des gens très violents aussi de l'autre côté qui n'hésitent pas à faire le salut nazi. Donc il y a une réalité qu'il ne faut pas se cacher, mais l'essentiel de la réalité aujourd'hui, c'est quand même ces gens qui nous interpellent et qui nous disent « Tu es comme moi ». Demain, tu pourrais recevoir des bombes parce qu'ils ne s'attendaient pas à être bombardés. Et donc, ils nous renvoient à nous parce que demain, nous pourrions recevoir des bombes. Donc, on est proche. Oui, mais il faut dire que dans la société ukrainienne, il y avait un combat entre le bien et le mal. Et que ceux qui ont été élus et qui nous parlent, c'est plutôt le camp du bien. Soyons honnêtes. Donc, c'est pas les... Entre guillemets... Mais il ne faut pas cacher. Non. Mais en revanche, ce qui est très intéressant, moi, je trouve, dans la manière dont s'exprime le président ukrainien, c'est qu'il s'exprime avec une économie de mots absolument remarquable. C'est-à-dire, il dit les choses de manière simple et on aimerait, et moi j'aimerais que nos leaders politiques aient cette même capacité verbale. Il n'ampoule pas et en même temps, on sent qu'il a le sens de l'histoire. Et ça, c'est très intéressant parce que je pense que ça contribue aussi à cette capacité de nous parler. Oui, alors je ne sais pas si vous avez lu, moi je l'ai lu il y a quelques semaines, ce livre passionnant d'Eric Larson. Ça raconte Churchill, la première année de Churchill au pouvoir. Donc c'est la période des bombardements sur Londres. Le titre, c'est La splendeur et l'infamie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est l'alchimie entre la capacité de résistance d'un peuple, en l'occurrence les Londoniens, mais pas seulement, les Anglais qui sont bombardés toutes les nuits, et l'aspect charismatique d'un leader et les mots que Churchill réussit à trouver dans cette première année de guerre. Alors, évidemment, c'est beaucoup trop tôt pour faire une comparaison, Mathieu, mais quand même, est-ce que vous diriez que Poutine n'a pas vu venir cette alchimie-là qui est en train de se passer et qui construit la résistance ukrainienne? En tout cas, il y a un contraste de communication qui est saisissant. C'est-à-dire que vous avez un Vladimir Poutine qui paraît figé comme une statue du musée Grévin, digne des vieux leaders soviétiques qu'on avait, avec ses vieux téléphones à fil, alors que l'autre communique par smartphone, à qui on vient réciter un compliment comme au bon vieux temps, j'allais dire, enfin bon temps, au vieux temps de l'Union soviétique. Alors qu'en face, vous avez un président qui fait des selfies et communique dans des lieux symboliques avec ses troupes en t-shirt. Enfin, le contraste est saisissant. Et manifestement, oui, la bataille de la communication à visée de l'international, elle est gagnée par l'Ukraine à plate couture. Après, je suis pas certain que Vladimir Poutine s'attendait à une grande popularité de son initiative et de son opération de guerre. Il n'y a pas de bonne communication pour une opération pareille. Lui, il est plutôt à visée interne. Il veut gagner la bataille intérieure pour maintenir l'opinion publique russe derrière lui et derrière cette opération militaire, derrière cette guerre qu'il lance. Alors que en Ukraine, il faut évidemment
que le pays soit derrière le président, mais lui vise surtout la communauté internationale pour émouvoir, pour obtenir de l'aide. Alors justement, on va parler des sanctions économiques tout de suite, là aussi frappées par des sanctions qui viennent du monde entier. Toute dernière information, elle vient de Londres. Les ports britanniques fermés aux navires sous pavillon russe. On va parler de ces sanctions tout de suite avec nous en duplex Christine Dugouin-Clément, qui est chercheuse associée à la chaire risque de l'IAE Paris-Sorbonne Business School. Vous publiez Influence et manipulation des conflits armés modernes aux guerres économiques. C'est chez VA Éditions. Bonsoir, merci d'être avec nous. Peut-être un retour général sur ce train de sanctions. Est-ce que vous le qualifiez d'historique ? Bonjour. Si vous voulez, ces sanctions ont été particulièrement marquantes au niveau de l'Union européenne. Et ce qui a peut-être été le plus marquant et le plus fort, c'est la décision de livrer des armes létales qui a été annoncée par Mme von der Leyen. Ça, c'est une première au niveau de l'Union européenne. Et mine de rien, dans ces sanctions, il y a eu plusieurs tournants qui sont des véritables changements en termes d'analyse de l'Union européenne et de relations internationales. C'est la décision de l'Allemagne de donner 2% de son PIB à la défense, et surtout la position de la Suisse qui s'aligne et qui sort de sa neutralité, donc qui s'aligne sur les sanctions européennes pour toucher la Russie et les actifs de certaines personnalités. Donc là, on a un signal qui est très fort, qui a mis un petit peu de temps, mais finalement, à l'échelle de ce qu'est l'Union européenne, où on doit négocier à 27, qui est dans un temps assez rapide. La fermeture complète des espaces aériens est aussi particulièrement notable, et ça permet d'avoir un front uni, ce qui dénote aussi de la perception du degré de menace qui est porté par ce conflit. C'est plus important, ce que vous venez de décrire, que le fait de bannir les banques russes de SWIFT, du système d'échange interbancaire. Ça vous semble plus important ? Non, ça va avec. Si vous voulez, je suis juste partie sur les derniers événements qui sont arrivés. Le changement du système SWIFT va clairement handicaper l'économie russe, mais va aussi handicaper ses oligarques. On le voit, certaines personnalités, alors qu'il y a un risque individuel assez fort à s'exprimer sur une décision du Kremlin, surtout quand on s'y oppose, disent souhaiter le retour de la paix, ce qui est une façon tout de même relativement claire de dire qu'ils ne soutiennent pas ce conflit, même si ce n'est pas s'opposer de manière frontale, puisqu'il y a eu aujourd'hui des négociations qui sont organisées en Biélorussie, ou du moins une forme de négociation. Donc ça permet aussi de garder une certaine protection au niveau individuel, laissant croire que l'on va pouvoir espérer que, mais c'est se positionner aussi. Et puis le dernier point, c'est que vous avez aussi la population russe derrière tout cela, et que ces sanctions vont avoir un impact clairement. Le rouble est en train de dévisser, vous l'avez vu, et cela risque de continuer aussi. Le fait d'avoir des bans de beaucoup de monnaies, de ne plus pouvoir facilement acheter, donc assurer des supply chains, avoir des problématiques sur tout ce qui va être vol. Maintenant, les Britanniques qui ont annoncé la fermeture des ports, donc là on va avoir des problèmes de commerce et de transport, vont avoir un impact. Or, quelque part, si la population russe, pour celles qui ne seraient pas dans une mouvance de ne pas soutenir ces événements en Ukraine, dont parfois ils n'ont qu'une connaissance assez relative. Je vous rappelle qu'il y a tout de même eu une demande au niveau du Kremlin de ne pas qualifier la guerre en Ukraine de guerre, ce qui est quand même un signal très fort. Si à un moment vous avez beaucoup de mal à remplir le frigidaire, vous avez un mécontentement social. Et un mécontentement. Alors, on a une petite rupture de liaison avec Christine Dugouin-Clément. On reviendra vers vous dans un court instant, évidemment. Vous êtes avec nous jusqu'à la fin de ce premier débat. Guillaume Clossas, je rebondis sur ce que disait Christine Dugouin-Clément sur l'Europe, le changement de pied. C'est vraiment majeur, le changement de pied de l'Europe sur le fait de livrer des armes létales. Est-ce que vous l'analysez de la même façon ? Moi, je vais vous dire comment je sens les choses. D'abord, je pense que le vent de sympathie dans l'Union européenne est aussi dû à la mobilisation remarquable des Ukrainiens dans tous les États membres. Vraiment. Et ils mobilisent
ils s'organisent sur l'ensemble du territoire, pas uniquement dans les capitales, etc. Donc il y a quelque chose qui touche les opinions publiques, et notamment en Suisse. Je veux dire, sans cette mobilisation, il n'y aurait pas le... Ouais. Donc, un peuple qui a une diaspora aussi dispersée en Europe et qui est en mouvement. Et ça touche. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au niveau des Européens, j'étais jeudi dernier à une réunion de la présidence française avec les responsables des crimes organisés des États membres. Et donc, on a eu une grande discussion sur ce qui est en train de se passer. Et il y a eu à la fois un sentiment de solitude, parce que les Américains ont quand même dit à plusieurs reprises qu'ils n'interviendraient pas. Et ça a marqué les esprits est-européens. Et puis, il y a eu le sentiment que la grande histoire revenait. Moi, ce que j'ai entendu, c'était l'esprit de Munich. Vous êtes en train de négocier. Ils avaient peur que Macron soit Chamberlain et que toutes ces négociations fassent que, finalement, on laisse... Et donc, chez les Hongrois, chez les Tchèques notamment, qui avaient la mémoire, il y a eu une réaction d'une force remarquable. Et s'il y a une unité, cette fois-ci, c'est peut-être pas tant la France et l'Allemagne que les Européens de l'Est. Et c'est là qu'on voit la dynamique de l'Union. Allez-y, terminez, pardon. C'est là qu'on voit que la dynamique de l'Union est intéressante, parce que tout d'un coup, on est tous unis pour faire des choses que seule l'Union peut faire, et qui était inconcevable la veille, parce que je ne sais pas quel est le fondement juridique qui fait que la Commission européenne peut commander des armes. Je ne sais pas quel est le fondement juridique qui fait que la Commission européenne peut dire on va interdire RT News. Mais ce qui est sûr, c'est que ça s'est fait en concertation et avec une unanimité entre les 27 États membres qui vont mettre en œuvre. Et donc ça, c'est unique, et c'est un comportement de puissance qu'on n'avait pas eu jusqu'avant. Et après, on peut dire qu'il y a une maturité depuis 12 ans, depuis 15 ans, parce qu'il y a une série de crises qui forcent les Européens à s'organiser et à penser. Mais ça peut être l'un des paradoxes de cette première semaine de guerre, c'est-à-dire que finalement, l'Union, l'Europe sort presque renforcée ou semble sortir renforcée de ce conflit. Est-ce que vous diriez ça? Oui, je dirais que l'Europe sort effectivement totalement renforcée, ce que ne voulait surtout pas Vladimir Poutine, qui cherche depuis des années à diviser. Eh bien là, se passe, et ça va dans le sens de ce que souhaitait effectivement le président aussi français, qui voulait justement reconstruire une Europe de la défense, une Europe capable de se défendre. Alors là, ça va bien sûr bien d'autres secteurs, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que chaque pays prend des mesures, comme les Anglais, puis après les autres suivent. Enfin, chacun y va de sa propre créativité, j'ai envie de dire. Et en même temps, c'est assez organisé. Oui, c'est assez organisé et graduel. Parce que, si vous voulez, on ne peut pas en Europe décider unilatéralement de certaines choses, mais je parle des mesures extérieures à l'Europe. Dans les pays extérieurs à l'Europe, il y a certaines mesures qui sont prises, et puis après, on voit les Européens. Et cette décision, on nous dit effectivement toujours divisé en Europe, mais il faut remarquer que chaque fois qu'il y a une crise, il y a unité. C'est moi ce que j'ai remarqué. Il y a une unité chaque fois face à l'extérieur qui veut quand même détruire cette Europe qui est quand même très profitable pour bon nombre d'entre nous. Et juste une remarque, parce que les thèmes de la campagne présidentielle, c'était les thèmes que Poutine et les Chinois souhaitaient, c'est-à-dire le repli national, la souveraineté nationale. Pas les thèmes du président. Non, pas les thèmes du président, mais les thèmes qui étaient dans les débats, qui dominaient, etc. Et donc, c'est vraiment les thèmes voulus par les nationalistes chinois et les nationalistes russes, qui ont fait un effort de soutien, de stratégie auprès d'un certain nombre de leaders d'opinion d'extrême droite ou d'extrême gauche depuis 20 ans pour asseoir ces thèmes dans le débat public. Bon, ça vous savez, c'est le thème de notre second débat tout à l'heure. Donc non, mais c'est quand rapidement même, là-dessus, parce qu'on va y consacrer 40 minutes. C'est quand même intéressant de comprendre que ces thèmes nous ont quelque part été imposés par l'extérieur, que nous y sommes rentrés et qu'une majorité... Et puis tout d'un coup, tout le monde sent qu'au final... Aujourd'hui, on est dans un renforcement des pouvoirs forts dans notre monde et qui s'opposent à la démocratie. Oui, mais ce pouvoir fort, il doit se faire au niveau européen. J'avance avec un autre extrait, pardon Patricia de vous interrompre, un autre extrait d'une déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il demande à intégrer l'Union européenne. Écoutez. Nous nous adressons à l'UE en ce qui concerne une intégration sans délai de l'Ukraine via une nouvelle procédure spéciale. Nous sommes reconnaissants à nos partenaires d'être à nos côtés, mais notre objectif est d'être avec tous les Européens et surtout d'être égaux. Christine Dubois-Clément, la réponse, quelle peut être la réponse européenne face à une demande comme celle-là ?
Il y a déjà eu des premiers prémices de réponse qui étaient de dire qu'une intégration ne se faisait pas aussi facilement. Et ce qui est sur la table est plutôt de reconnaître la candidature de l'Ukraine assez rapidement. Tout cela n'est encore que posé sur la table. L'intégration est un processus assez long et une intégration que nous ferions de manière aussi rapide serait-elle dans le contexte que nous connaissons qui est une guerre aux frontières de l'Ukraine, risquerait de mettre un petit peu dans l'embarras le processus pour les autres États qui sont candidats depuis plusieurs années. On peut penser notamment à la Serbie. Donc il y a cette demande-là. Il y a aussi quelque part, et je pense qu'il ne faut pas se leurrer, des sanctions ont été prises, mais il y a une crainte de la façon dont cela sera pris par le Kremlin, qui avait annoncé lors des déclarations initiales, donc la déclaration de cette guerre, que toute personne ou toute structure ou tout pays se mettant en travers de sa route serait considéré comme un adversaire et devrait en assumer les conséquences. C'est l'argument qui a été repris quand on parle de comportement agressif avant de mettre en place la force de dissuasion. Donc il y a tout cela, à mon avis, que les dirigeants doivent mesurer, puisque prendre des sanctions et aller au-delà est certes nécessaire si on veut faire une démonstration de force et si on veut faire une dissuasion qui soit efficace et crédible, mais il faudra pouvoir en mesurer les conséquences. Et il y a tout cela qui va se jouer aussi bien au niveau des États, mais aussi bien au niveau interne de l'Union européenne, de ce que vous disiez, où là, effectivement, les États font consensus pour condamner les actions de la Russie, on fait consensus concernant le SWIFT, concernant les sanctions. Mais on va avec une prudence relative et c'est pour ça que cette deuxième option était sur la table, de reconnaître immédiatement la candidature de l'Ukraine au niveau de l'Union européenne. Alors justement, Guillaume Clossat, vous avez signé une tribune dans Le Monde sur ce thème appelant à une reconnaissance officielle de l'Ukraine comme État candidat à l'Union. Pourquoi ça vous semble important? Il faut accélérer, il faut casser un peu les procédures habituelles. Vous savez, il y a deux choses. Il y a ce que peuvent faire les chefs d'État et de gouvernement et il y a ce que peut faire la société civile. Et moi, comme citoyen partageant des valeurs avec les Ukrainiens et ayant conscience de l'histoire de ce continent, je pense qu'il est important de donner un signal pour dire de la société civile, on souhaite que vous fassiez partie de la famille. Parce que qu'est-ce que veulent les Ukrainiens, comme ce que voulaient les Polonais en 89, c'est être des citoyens européens comme les autres. Ce qui explique que même quand il y a les frères Kaczynski au pouvoir ou quand il y a Orban en Hongrie, les citoyens de ces pays sont massivement pro-européens. Ils veulent être des Européens comme les autres. C'est la puissance de l'idée européenne. Et pour moi, ce message s'adressait directement au peuple ukrainien. D'ailleurs, il a été diffusé sur les réseaux sociaux pour dire vous faites partie de la famille, donc continuez à vous battre. C'est ça le sujet. Moi, je pense que la société et les citoyens peuvent faire de la politique à leur manière, en complément des chefs d'État qui, eux, peuvent ou ne peuvent pas s'engager parce que ça crée des risques. Ouais. Et ensuite, oui, c'est plus facile de reconnaître le statut de futur État membre parce que c'est le début d'une adhésion. Est-ce qu'il faut le faire maintenant? Je pense que les chefs d'État et de gouvernement ne le feront pas maintenant parce qu'il y a un risque. Est-ce qu'on doit soutenir... C'est-à-dire que c'est un chiffon rouge supplémentaire qu'on agite devant... Oui, mais est-ce que nous, citoyens européens, on ne doit pas massivement signer cet appel et le partager? Oui, bien sûr, parce que ça nous pousse à être audacieux et ça contribue à un espace public européen ouvert sur le monde. C'est-à-dire ce qu'on est en train de faire, c'est quelque part... sortir de cette période de 70 ans d'histoire où l'Europe n'avait ni récit ni volonté de se projeter géopolitiquement. Et là, on montre que les citoyens, ils sont prêts. Je pense que c'est un signal très fort aussi pour soutenir le volontarisme des dirigeants de l'Union européenne, au-delà d'Emmanuel Macron qui avait quelque part ouvert la voie. Mais il est important que la communauté des dirigeants de l'Union aille dans le même sens. Et c'est ça le message qu'on voulait donner avec cet appel. Alors, je voudrais qu'on termine ce premier débat autour de la question nucléaire, cette menace brandie par le président russe. On l'écoute. J'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat.
Patricia Lémonnière, est-ce que je lisais ce matin ou hier matin dans Le Parisien la réaction d'un général français qui disait le conflit change de nature avec cette déclaration. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? C'est difficile à dire, de répondre directement comme ça. En tout cas, la dissuasion nucléaire est basée sur le principe qu'on ne s'attaque pas sachant que l'autre a. Oui. Mais en général, on ne menace pas comme ça d'utiliser. Et là, on est passé à une phase de propos. Et ce qui est intéressant dans cette déclaration, dans cette dernière déclaration qu'a fait Vladimir Poutine, c'est qu'il justifie de mettre en alerte ces forces de dissuasion parce que des propos tenus par l'Occident, pratiquement, sont outranciers et agressifs. Mais on ne parle pas d'armes, on ne parle pas de guerre, on parle de propos et de commentaires. Donc, qu'un chef d'État mettent en alerte ces forces de dissuasion, donc nucléaires, on peut penser, parce que les propos tenus par d'autres chefs d'État, il les juge agressifs et à son encontre, ça pose des questions. Et alors, beaucoup de gens, effectivement, s'interrogent par rapport à cette dernière déclaration, en se demandant, mais pourquoi Vladimir Poutine va-t-il aussi loin ? Parce qu'une fois qu'on a fait ce genre de déclaration, jusqu'où peut-on aller ? Alors certains expliquent qu'en fait, il ne veut pas dire les super bombes atomiques, mais juste des petites bombes qu'il pourrait lâcher comme ça, une tête de missile sur l'Ukraine. Enfin, chacun y va de son explication. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'autour de Vladimir Poutine, vous avez des gens très inquiétants, qui sont favorables et qui ont dit déjà dans de très nombreux débats de télévision qu'il fallait recourir justement à ces petites bombes, à ces missiles nucléaires qui font des dégâts sur, mettons, des dizaines de kilomètres carrés, mais pas plus, et que c'était très utile. Et dans les débats ou sur les plateaux de télévision, ils tiennent ces propos. Et certains entourent Vladimir Poutine. Donc, ils se trouvent au milieu des gens qui essayent de porter cette tendance. Quant à savoir si l'homme, lui, a perdu sa raison, ou si au contraire, il est très rationnel, il continue à être très rationnel, ce qu'on a toujours cru, et il veut simplement nous faire peur, moi, je ne suis pas dans le secret. La vraie question, est-ce que c'est pas de savoir si c'est une démonstration de force ou si c'est un aveu de faiblesse. Qu'est-ce qu'on est au bout de 4 jours... En ce moment, il n'est pas trop faible. Hein. Non, j'entends bien, mais pour qu'au bout de 4 jours d'une opération militaire, d'une intervention qui devait durer que quelques jours, il soit obligé de brandir ou d'agiter cette Mais il l'a fait avec Emmanuel Macron, alors qu'il n'y avait pas de guerre encore. Et la première réunion avec Emmanuel Macron, la conférence de presse, il l'a déjà agité. Donc c'est dans sa rhétorique là, c'est un depuis le début. En disant je mets en alerte les forces nucléaires. Mais il a déjà agité cette menace. Je suis d'accord avec Mathieu, on peut y voir un signe de faiblesse aussi, Guillaume. Les optimistes. Mais je pense qu'il y a des deux, paradoxalement. Je pense qu'il y a des deux, c'est-à-dire que d'un côté, il a quand même une force et il sait qu'en face de lui, les Occidentaux, les Européens ne vont pas sortir leur armée, puisqu'on lui a dit dans tous les sens, on l'a prévenu, etc. Et donc, quelque part, il se sait... Je pense paradoxalement le fait qu'on lui ait donné quelque part une green light, qu'on lui ait dit mais de toute façon tu risques rien parce qu'on n'ira pas, fait que, comme c'est un homme tactique et qui profite d'opportunités, il est allé plus loin que ce qu'il avait anticipé. Et finalement, il se rend compte que il n'est pas si solide que ça parce que il ne maîtrise pas sa jeunesse, il ne maîtrise pas autant qu'il le pensait son opinion publique. Il a quand même demandé qu'on enlève, alors je ne sais plus quel jour, mais tous les portables aux jeunes soldats qui les avaient au début. C'est qu'il il a vraiment peur que de ne plus maîtriser l'information. Et ça, je pense que ça génère aussi des comportements qui sont pas rationnels, ou alors qui sont ultra rationnels, vous me direz, mais aussi le fait que qui écoute-t-il ? Qui a-t-il comme contre-pouvoir ? Il n'y a plus de presse. Il n'y a plus d'oligarques qui l'écoutent. Il n'y a plus de généraux qui puissent dire quelque chose de contradictoire. Donc ça fait que parfois on dit des bêtises, parce qu'une parole publique, elle a besoin d'être... Oui, c'est pas une bêtise. C'est pas une bêtise. Personne n'est dans la tête de Vladimir Poutine, mais quand vous sortez quelque chose comme ça à la télé, c'est quelque chose qui est préparé et qui a une intention. Donc est-ce que l'intention, c'est de dire... tout le monde sait que la Russie est une puissance nucléaire, ça n'est pas une information. Donc c'est un non-dit d'habitude. Oui, d'ailleurs, on pourrait considérer qu'elle est de toute façon en alerte. La force nucléaire est en alerte. Et qu'en face, les autres puissances nucléaires européennes doivent être aussi en alerte, même si elles ne le disent pas, parce qu'on ne veut pas être dans cette surenchère de communication qui crée les escalades qu'on a pu avoir par le passé. Quand je
mesurer dans quelques temps, tous les services secrets sont sur les écoutes pour voir justement qu'est-ce qu'il entend par alerte, parce que ça, on ne le sait pas. Encore aujourd'hui. Mais juste préciser ma pensée, parce que peut-être que le mot n'était pas adapté, mais pour moi, dire ça, parce que ça, c'est entendu de l'opinion publique russe. Et française, mais russe notamment, c'est quelque part se déjuger par rapport à son opinion publique. Parce que de dire, voilà, je suis prêt à lancer l'arme nucléaire, à sortir parce qu'il y a des propos désobligeants à mon égard, je pense que c'est de nature à ébranler quand même l'opinion publique russe d'une certaine manière. Justement, dernière question pour vous, Christine Dugouin-Clément, sur l'isolement, évidemment, de Vladimir Poutine, mais peut-être aussi de la Russie, avec toutes les sanctions que l'on a détaillées, avec cette menace nucléaire. Alors, il y a deux façons de l'analyser si on parle de l'opinion russe. Il y a le réflexe patriotique ou nationaliste, et puis il y a des cercles de pouvoir qui pourraient se dire mais c'est pas possible, ça fait des années qu'on essaye de construire autre chose et Vladimir Poutine met tout à plat. Comment vous l'analysez, vous ? Il y a plusieurs choses, et notamment quand vous parlez des déclarations concernant l'arme nucléaire, il y a quand même peut-être quelque chose sur lequel revenir. Dans cette déclaration, il explique que c'est suite à une agression de propos agressifs qui touche la Russie. Or, la doctrine d'emploi de l'arme nucléaire russe est très différente de la doctrine d'emploi française, par exemple. C'est-à-dire que vous êtes dans le droit d'utiliser l'arme nucléaire à partir du moment où l'État russe est estimé être en danger. Il y a différents niveaux d'alerte, on a un niveau de 2/4, donc ce qui peut rentrer dans cette justification-là. Et ça va aussi dans un ensemble de discours que l'on a depuis maintenant le début de la guerre, où il est obligé d'y aller. C'est ce qu'il a expliqué dans ses différentes déclarations. Nous sommes obligés d'y aller, nous n'avons pas le choix, sinon nous serons attaqués, nous avons la défense de ces peuples-là. Donc il est cohérent là-dedans dans le discours porté par rapport à la Russie et par rapport à la population russe. Et quant à revenir sur la population, c'est un vaste débat parce que il y a effectivement Vladimir Poutine, le Kremlin et les Russes de Russie. La question étant de savoir entre ceux qui sont réellement informés de la situation, de pourquoi, de l'histoire, de ce qui se passe, quel est leur niveau d'information là-dessus pour pouvoir essayer de savoir, de poser un jugement. Il y a plusieurs informations qui ont été rapportés et qui nécessitent encore d'être recroisés, d'être revérifiés, qui expliquaient que, effectivement, beaucoup de jeunes militaires russes conscrits ne savaient pas réellement ce qu'ils faisaient ici et leur famille ne savait pas qu'ils étaient en Ukraine, pour certains. Ouais. Pour beaucoup, ils étaient en manœuvre. Vous n'étiez pas encore avec nous, mais on l'a évoqué au début de ce débat. Merci beaucoup. Merci d'y avoir participé, Christine Dugouin-Clément. Je rappelle le titre de votre livre, « Influence et manipulation des conflits armés modernes aux guerres économiques ». C'est publié chez VA Éditions. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette première partie de ce Sens Public.